Bien, salut Aline, salut Gabriel. Je vais vous faire une petite présentation de ce début du chapitre de biologie en EIST. Ce chapitre porte sur la biodiversité. J'ai choisi de le traiter sous l'angle de la sixième crise, puisqu'en fait actuellement on vit une sixième crise biologique. Je vais vous expliquer plus loin en quoi cela consiste. Donc dans cette première activité, que l'on va faire la semaine prochaine, peut-être pour Gabriel dans la semaine d'après. Voilà, donc le chapitre s'intitule Biodiversité actuelle, biodiversité passée, est-on en train de vivre une crise biologique? Alors, tout d'abord, il faut présenter aux élèves ce qu'est la biodiversité, la définir. Alors en fait, la biodiversité, elle se définit à trois échelles. La première, c'est l'échelle des milieux de vie, ce qu'on appelle les écosystèmes. C'est une notion qu'on étudiera plus tard. Un écosystème, en fait, c'est un ensemble constitué par un milieu de vie, donc des conditions physico-chimiques, les précipitations, les moyennes de température, la nature du sol, la chimie du sol, des choses comme ça, et puis également l'ensemble des êtres vivants qui peuplent ce milieu de vie et les interactions, toutes les interactions qui existent entre ces êtres vivants. Alors, si on prend des exemples, ça peut être par exemple un lac. Un lac est un écosystème, d'accord, on a des conditions de vie, température, de l'eau moyenne sur l'année, les variations de cette température, la chimie de l'eau, l'ensoleillement, enfin bref, tous ces paramètres. La forêt amazonienne également à une toute autre échelle. Un désert, c'est un milieu de vie également. La bouche d'un individu, c'est également un écosystème, puisque on a des bactéries qui s'y trouvent, on a des virus, on a des champignons, même si on a une parfaite hygiène. On retrouve tous ces êtres vivants, et fort heureusement d'ailleurs, parce qu'ils sont nécessaires pour la digestion et pour notre protection contre les infections. Voilà, ça c'est... Bien évidemment, il n'est pas important de le dire aux élèves, de rentrer dans ces détails, mais en fait, voilà, les écosystèmes peuvent être de différentes natures, de différentes tailles également, et ne pas oublier qu'un organisme vivant constitue lui aussi un écosystème. La biodiversité, c'est aussi la diversité des espèces. Voilà, un conifère, ici un sapin, si vous préférez, si vous voulez l'appeler un sapin, il n'y a pas de souci. Une abeille, Ursus amarelle, qu'on a au jardin, qui est sangue, un oiseau qui nous rend visite de temps en temps également. Madonna, un être humain, voilà. Ça, c'est la diversité des espèces. Donc, diversité des écosystèmes, diversité des espèces. Et enfin, au sein d'une espèce, les individus qui constituent cette espèce peuvent être très différents. Mais il faut bien dire aux élèves que tout ça, on le reverra par la suite. Ce sont des choses qui logiquement ont été vues en CM, mais bon, je ne sais pas si ça a été abordé de cette manière-là, donc voilà. Diversité, ici on a une espèce de coccinelle, et on voit qu'au sein de la même espèce, eh bien, ces coccinelles présentent des aspects complètement différents, elles ont des couleurs différentes, elles ont un nombre de points noirs sur leur carapace qui est différente. Pour résumer, la biodiversité, c'est tout ce qu'il y a de vivant à toutes les échelles, des écosystèmes, des espèces et des individus. Alors, quelques chiffres sur la biodiversité. Alors moi, je vais faire cette présentation-là aux élèves en introduction, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Quelques chiffres sur la biodiversité aujourd'hui. On connaît 2 millions d'espèces qui ont été identifiées, il en existe certainement plus de 100 millions, ce sont notamment les espèces de bactéries qu'il est très difficile d'identifier et d'identifier comme étant une espèce, d'accord, de différencier les espèces diverses de bactéries. C'est la même chose pour les champignons, des organismes qui sont microscopiques. Mais pas que, bien évidemment, il y a des insectes ou des animaux qui vivent dans le sol, qui sont très difficilement observables et qui n'ont jamais été décrits et jamais listés. Alors, un chiffre qui est fondamental, alors on aurait pu en prendre plein, mais peut-être qu'on peut présenter aux élèves, c'est que en vérité, chaque année, on a des espèces qui sont, des groupes plus exactement, qui sont suivis, d'espèces sauvages, donc de mammifères, de poissons, donc essentiellement des vertébrés. Alors bien évidemment, il y a d'autres chiffres qu'on pourrait prendre chez les animaux qui ne sont pas vertébrés, chez les insectes notamment, mais chez les vertébrés, voilà, on a depuis 1970 le nombre d'individus, ça représente ça en fait, c'est pas le nombre d'espèces, mais c'est le nombre d'individus, c'est-à-dire la biomasse en fait. Ce nombre d'individus, qui constitue l'ensemble de ces groupes, a baissé de 69% en un peu plus de 50 ans, 55 ans, 54 ans en fait. Donc c'est quelque chose qui est considérable.
C'est un chiffre qui est considérable et qui montre à quel point la biodiversité actuelle est touchée par notamment les activités humaines, bien évidemment, déforestation, réchauffement climatique, pollution, tout ce qu'on connaît, d'accord, et qu'on évoquera par la suite. Pas forcément dans le chapitre, mais dans les chapitres qui viennent. Voilà, on peut partir de ce chiffre, hein, d'accord, et se poser la question si la disparition des espèces actuelles est exceptionnelle ou finalement elle est comparable à des choses qui ont pu se produire dans le passé. Et donc pour cela, il faut aller voir dans le passé si d'autres disparitions d'espèces se sont produites, et pour cela il va falloir étudier les fossiles qui se trouvent conservés dans les roches, qui se sont formés dans le passé, ce sont des archives. Donc vous avez une petite vidéo que j'ai mise dans la digitale, ce qui permet de s'affranchir des pubs, qui présente ce qu'est un fossile. Qu'est-ce qu'il faut garder comme idée en tête? C'est qu'un fossile, c'est un reste ou une empreinte d'un être vivant ayant vécu dans le passé et qui a été conservé dans une roche. Voilà, ici on a des empreintes de dinosaures qui ont été retrouvées dans la Paraïbe, et ici un Tyrannosaurus Rex, voilà, au musée, je ne sais pas où, aux États-Unis, je crois. Voilà. Donc parler des fossiles rapidement avec les élèves. Et donc, dans la première activité, on va s'intéresser au changement, il manque un S, de la biodiversité dans le passé. Dans cette activité, on cherche à savoir si les formes de vie sur Terre ont changé au cours des temps géologiques. Alors peut-être un petit rappel, même si pour les élèves c'est un peu difficile d'avoir notion de telles échelles de temps. Hein, d'accord, 4,56 milliards d'années, ça veut dire quoi? Pas grand-chose pour eux, j'imagine. Donc si on imagine que la Terre existe depuis une année, eh bien en fait, nous, la période qu'on va étudier, c'est la toute fin de l'histoire de la Terre. Elle commence à 542 millions d'années. 542 millions d'années sur une année, ça représente quoi? Ça commence le 15 novembre. Donc nous, ce que nous allons étudier, c'est ce qui se passe, hein, d'accord, entre le 15 novembre et l'époque actuelle. En tout cas, dans cette activité, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on a une première ère qu'on appelle l'ère primaire, qui commence le 15 novembre et qui se termine le 2 décembre. Ensuite, on appelle aussi le paléozoïque. Une deuxième ère, l'ère secondaire ou mésozoïque, qui commence le 2 décembre et qui se termine le 24 décembre. Et enfin, on a l'époque actuelle, hein, d'accord, et j'ai indiqué, nous appartenons à l'ère tertiaire, pardon, je reviens en arrière, nous appartenons au Cénozoïque, à l'ère tertiaire, c'est ce que nous vivons. Alors la toute fin on l'appelle le quaternaire, mais en fait ça reste le tertiaire, et les premiers humains, si on s'intéresse aux premiers humains qui sont apparus il y a 300 000 ans, ça nous fait à peu près le 31 décembre à 23h59 secondes, et en vérité c'est même plus que ça. Voilà, pour donner une petite idée de ça. Donc c'est peut-être intéressant en introduction de l'activité de faire ces rappels. Alors dans un premier temps, il va falloir trouver le nom des fossiles, hein, d'accord, puisqu'on a ramassé des fossiles, on les a au laboratoire, et il va falloir donc utiliser pour cela les scientifiques, quand ils ont des fossiles à identifier, mais aussi des organismes vivants, ils ont besoin d'utiliser une clé de détermination. Alors cette clé, je l'ai refaite complètement avec les espèces qu'on a en tant que fossiles. Voilà. Donc on commence toujours par la gauche, hein, d'accord. Bon voilà, tous les organismes auxquels on va s'intéresser sont des organismes marins. Ils peuvent présenter des formes différentes, une forme allongée, une forme arrondie, une forme de coquille, une forme conique, une forme pointue. Puis ensuite, parmi les fossiles qui ont une forme allongée, on va en trouver certains qui vont être couverts d'écailles, d'autres qui vont avoir une surface lisse, d'autres qui vont avoir un corps divisé en 3 parties. Parmi ceux qui ont une forme arrondie, certains auront, dans notre collection à nous, un diamètre inférieur à 2 cm, un diamètre supérieur à 2 cm. Certains auront une forme de disque plat, ce seront les numulites. D'autres auront une forme en spirale, les goniatites. Forme globuleuse, les oursins. Forme en spirale, des ammonites, et ainsi de suite. Donc voilà. Forme conique, alors, parfois allongée conique, on verra qu'il y a peut-être une petite ambiguïté. J'ai fait la clé comme ça. On verra si ça pose problème avec les élèves à l'usage. Alors là, je vous ai fait apparaître les fossiles à côté, mais ça, bien évidemment, il faut pas le faire avec les élèves, puisqu'ils vont devoir les déterminer, mais je vous les ai mis pour que vous puissiez les identifier. Alors, il n'y a pas les échelles de taille, je m'en excuse, mais vous les retrouverez dans le PowerPoint. Là, ici, j'ai la caméra qui est en surimpression, donc vous voyez pas forcément ce qu'il y a dessous, mais en tout cas, voilà, je vous les ai mis à côté pour faciliter l'observation. Il faut savoir que voilà, ce fossile-là est très grand, celui-ci fait à peu près 4-5 cm de longueur, ça fait à peu près 4-5 cm également. Ça c'est petit, hein, ça fait moins je dirais à peu près 1 cm de diamètre, ça 1 cm et demi. Voilà, l'oursin, lui, il fait de 3 cm à peu près.
Les ammonites sont beaucoup plus grandes, elles ont à peu près 5, un peu plus de 5, entre 5 et 10 cm de diamètre. Gryphea, c'est des huîtres en fait, donc, mais j'ai pas mis huîtres parce que sinon c'est trop facile à reconnaître. Donc voilà, ça fait comme une coquille d'huître fossilisée. Archa, c'est un coquillage en fait. Potamine, c'est un petit coquillage en spirale comme ça, on va dire, en utilisant un langage très simple. Et puis on a des dents de requin également. Voilà, donc ce sont ces fossiles qui vont devoir utiliser en utilisant, qui vont devoir identifier, pardon, en utilisant la clé de détermination. Alors, voilà, il va falloir remplir le tableau. Donc, alors ces 5 espèces-là, parce on les a dans notre collection, mais il était difficile de les inclure dans la clé de détermination. Donc, on a les noms, hein, d'accord, qui nous sont donnés, mais c'est intéressant quand même que les élèves les observent. Donc, un Archaeopteryx, c'est un moulage, bien évidemment, puisqu'il en existe à peine une dizaine d'exemplaires au monde, ou qui ont été retrouvés en Allemagne. Ce sont des animaux qui ont vécu donc à l'ère secondaire, et c'est un bel exemple qui prouve que les oiseaux, finalement, sont des dinosaures. Je pourrais vous expliquer en détail pourquoi à un autre moment. Voilà, ensuite on a des moulages de fossiles de fougères qui ont vécu au Carbonifère, donc à l'ère primaire. Et puis j'en ai profité comme on a des beaux crânes d'Australopithecus africanus et Homo habilis, mais les noms sont écrits dessus, donc voilà, c'est juste pour que les élèves les voient, mais là, ceux-ci ont déjà été identifiés. En revanche, il va falloir qu'ils identifient, qu'ils trouvent le nom de l'espèce qui a été retrouvé sous forme de fossile. Hein, alors en fait, il faut savoir, ça c'est un peu comme l'os d'une sèche, c'est-à-dire que ça se trouve à l'intérieur du corps de cet animal. Cet animal est ce qu'on appelle une bélémnite. Hein, d'accord, si vous reprenez la clé de détermination, il faut bien suivre les élèves suivent le chemin, de la gauche vers la droite, j'ai mis les critères de réussite au bas de l'activité. Voilà, numulite, ammonite, gryphea. Donc j'ai mis à côté la reconstitution, qui est souvent un peu imaginaire, hein, d'accord, bien évidemment, ça c'est des reconstitutions qui se trouvent dans les musées, souvent, des dessins également, bien évidemment il y a une part d'interprétation, puisqu'on la personne l'artiste ou le scientifique qui fait ces représentations, bien évidemment, il y a forcément une part d'interprétation, hein, d'accord. On n'est jamais sûr que les espèces avaient exactement cette forme-là. Ensuite, on a une autre série, donc, alors je m'étais trompé ici, vous avez vu, j'avais mis tertiaire, en fait c'est secondaire, donc comme j'avais fait une mauvaise capture d'écran, je l'avais déjà fait, donc j'ai mis, voilà, donc c'est bien secondaire ici, pour les potamides, voilà. Alors, il faut savoir que cette espèce de potamide, elle a vécu uniquement en secondaire, parce qu'en vérité, on en retrouve au tertiaire. Cette espèce d'oursin, aujourd'hui on a toujours des oursins, mais elle n'a vécu qu'au secondaire. Cette espèce de poisson, qui est un poisson qui vient du Ceará, hein, en fait, dans le Brésil, dans la région de Crato, est en fait un poisson qui n'a vécu qu'au secondaire. Et les trilobites, eux, ont vécu, voilà, le corps en 3 parties, hein, d'accord, les trilobites, eux, ont vécu au primaire, ça c'est des fossiles qui viennent du Maroc. J'espère ne pas trop vous perdre avec toutes mes histoires, là. Alors ça, c'est des fossiles également, qui ressemblent un peu aux ammonites, mais qui ont vécu à l'ère primaire, qu'on appelle des goniatites ou goniatites. Voilà, là on a une coquille d'Archa, quand on a les deux coquilles, parfois on arrive à retrouver des fossiles, on a les deux encore jointes, et bien ça fait une forme de cœur, comme ça, hein, d'accord. Et voilà, ça c'est une sorte on peut dire de coquillage, de mollusque, hein, d'accord. Et puis des dents, d'accord, de requin. Voilà, il faut savoir que là encore, cette espèce a vécu en fait au tout début de l'ère tertiaire, mais bon, on s'en moque un petit peu, hein, d'accord. Donc voilà, on peut, grâce à la clé de détermination, remplir cela, et puis ensuite, venir écrire les noms dans les différentes aires, hein, puisqu'on parle d'aires pour désigner le primaire, le secondaire et le tertiaire, paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque. Ça signifie d'ailleurs, zoïque, ça veut dire le zoo, c'est-à-dire l'ensemble de la faune. Au départ, les premiers fossiles qui avaient été découverts étaient des fossiles d'animaux. Paléo, c'est la vieille faune, méso, c'est la faune intermédiaire, méso, et cénozoïque, c'est la faune qui est bien visible, c'est celle du tertiaire. En fait, c'est ça l'étymologie. Voilà, donc les élèves doivent venir placer les noms d'espèces qui ont été identifiées ou celles qui a été déjà données, l'Archaeopteryx en l'occurrence. Voilà. Bien leur dire quand même que le poisson, j'ai mis le poisson parce que j'ai pas trouvé le nom d'espèce, mais c'est un poisson qui a vécu au secondaire, parce que les poissons ils existent bien évidemment toujours aujourd'hui. Australopithecus africanus, Homo habilis, numulite, requin et l'archa. Voilà. Espèce du tertiaire. Donc les élèves doivent rédiger ça, et à partir de ça, ils doivent donc écrire leurs conclusions, hein, puisque j'indique que les scientifiques considèrent que les espèces ont changé au cours du temps, et donc quels sont les arguments qui le prouvent.
Et bien, donc la conclusion est la suivante, on constate certaines espèces non vécues qu'à l'ère primaire, comme les trilobites, les fougères, les calamites, et puis dans un rang les gonatites.